L'épidémie de coronavirus poursuit donc sa progression dans le monde. Avant d'en parler avec un invité, faisons le point sur les derniers chiffres officiels. On enregistrait ce mercredi environ 122 000 cas de contamination à travers le monde. 118 pays et territoires sont concernés, dont désormais tous les pays de l'Union européenne. Ce nouveau coronavirus a fait près de 4 400 morts, dont plus de 3 000 en Chine et plus de 500 en Europe. Autre chiffre, celui des guérisons, 67 000 personnes, soit déjà la moitié des cas, sont désormais considérés comme guéris. C'est de Chine, vous le savez, qu'est partie cette épidémie. Et là-bas, l'évolution est rassurante. Vous allez le voir sur ce graphique. Les autorités chinoises ont recensé ce mercredi 24 nouvelles contaminations et 22 nouveaux décès. C'est très loin du pic de mi-février, quand avaient été recensés plus de 15 000 cas sur une journée. Pour parler de l'épidémie de coronavirus, nous retrouvons tout de suite Bruno Lina, virologue et membre du Centre international de recherche en infectiologie. Alors on voit que le virus se propage à travers le monde. Est-ce qu'en tant que virologue, vous êtes surpris aujourd'hui par l'étendue de cette épidémie ? Non, parce qu'en fin de compte, on avait, depuis l'émergence de ce virus, plusieurs hypothèses. Et parmi les hypothèses qui étaient envisagées, c'était justement cette diffusion inexorable du virus avec la capacité parfois de freiner un petit peu la diffusion du virus, mais malgré tout, une impossibilité d'empêcher le développement de l'épidémie. Donc on voit aujourd'hui qu'avec le nombre de cas qui augmente à la fois à l'échelon mondial et le nombre de pays qui sont touchés, on rentre bien dans ce qui a été dénommé par l'OMS une pandémie, c'est-à-dire une diffusion de ce virus sans limite dans le temps et dans l'espace. Alors en revanche, le nombre de cas de contamination est en baisse en Chine, le foyer de l'épidémie. Est-ce que pour la Chine, c'est la fin de l'épidémie ou est-ce qu'on risque là aussi d'assister à une résurgence ? Ce qu'on voit en Chine, c'est qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait pour maîtriser la diffusion du virus à partir du foyer initial. Et que les efforts considérables qui ont été faits maintenant depuis près de 2 mois commencent à porter leurs fruits, mais le virus n'a pas disparu du territoire chinois, il continue à circuler à bas bruit, et ce que l'on peut voir arriver avec la levée en fait de la confinement, enfin du confinement, de la zone de confinement qui a été mise en place autour du Wuhan et dans la province de Hubei, c'est une reprise de la circulation de ce virus, en sachant qu'entre-temps, les Chinois ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris à traiter les maladies, ils ont appris à tester un certain nombre de traitements, et donc ils ont gagné du temps par rapport à ce que pourrait être l'épidémie dans le futur. Donc ça n'est peut-être qu'un répit qu'ils ont obtenu, mais en tout cas, ce répit a été utile. Alors en Europe, l'Italie s'est mise en quarantaine. Est-ce que les autres pays européens, la France, l'Allemagne, en font-elles assez ou pour lutter contre cette épidémie ou pas assez ? Ou bien est-ce que l'Italie en fait-elle trop ? Non, alors en fait, chaque pays va avoir une stratégie qui va être un petit peu propre et qui va être surtout le reflet de ce qui se passe au sein du pays. On voit qu'en Italie, ils ont été extrêmement surpris par l'augmentation rapide du nombre de cas dans l'Italie du Nord, ce qui a conduit à la nécessité d'avoir un renfort médical extrêmement important, comme vous le savez, puisqu'ils ont mobilisé près de 2000 personnes pour renforcer les hôpitaux, renforcer les structures de prise en charge des patients. Et s'ils voulaient avoir le temps d'installer ce renfort, il fallait qu'en même temps, ils essayent de calmer la diffusion épidémique. Donc on voit que le confinement qui a été mis en place dans l'Italie du Nord avait un certain sens. Après, ça va simplement être une étape qui va nous permettre de mieux s'organiser. Est-ce que tous les pays doivent faire pareil ? La réponse est non, puisqu'on voit qu'il y a eu des stratégies de lutte de la dissémination du virus qui ont été relativement identiques en France et en Allemagne, qui ont porté leurs fruits. On est encore sur une diffusion modérée de ce virus en comparaison de ce qui s'est passé en Italie. Malgré tout, en France comme en Allemagne, on voit que le nombre de cas augmente. On voit aussi qu'il existe un certain nombre de formes sévères qu'il va falloir prendre en charge à l'hôpital. Il va falloir que la médecine de ville commence à prendre aussi son rôle dans cette épidémie. Donc on voit bien qu'on est dans une dynamique évolutive et on sait aussi qu'il y aura peut-être des mesures à prendre pour éviter la diffusion du virus dans certaines structures. Mettre un confinement complet sur l'ensemble du pays, a priori, c'était très peu vraisemblable.
Alors, il y a un certain nombre de mesures barrières, de mesures d'hygiène qui sont préconisées. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dont on peut s'inspirer en Asie, par exemple, qui sont réellement efficaces contre ce virus? Les mesures qui sont les plus efficaces contre le virus, c'est celles qui sont proposées en France et dans l'ensemble des pays. C'est vraiment, ça repose sur trois choses. Ça repose premièrement sur un effort collectif autour de l'hygiène, et de l'hygiène des mains en particulier. La transmission de ce virus par portage par les mains est extrêmement fréquent et important. C'est les gouttelettes de salive que l'on émet quand on parle, quand on tousse, quand on crache, quand on éternue. Elles finissent par arriver sur nos mains et on véhicule le virus et on le transmet comme cela. Donc l'hygiène des mains renforcée est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est lorsqu'on est malade, essayer d'éviter de transmettre ce virus aux autres, d'où l'intérêt du port du masque chirurgical lorsqu'on est malade et de gérer une certaine distanciation sociale en évitant d'aller au contact des plus fragiles ou au contact des gens qui ne sont pas infectés. C'est par une simple règle d'hygiène personnelle, mais c'est de l'hygiène de comportement beaucoup plus que de l'hygiène des mains. Et puis la troisième chose, c'est de commencer à imaginer qu'il va falloir qu'on protège les plus fragiles et donc avoir aussi toute une démarche autour des personnes qui sont un petit peu plus âgées, pour lesquelles il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant. Et de nouveau, on voit que c'est un effort collectif. Et il va falloir que finalement, tous ensemble, on arrive à gérer comme il faut cette épidémie. C'est l'ensemble de ces éléments qui vont faire qu'on y arrivera. Ce qui est compliqué avec ce virus, c'est qu'il se mélange à d'autres virus saisonniers, des rhumes, des grippes. Comment le distinguer parmi d'autres, en fait? Il n'y a aucun moyen de faire une différence clinique sur l'infection par le coronavirus versus l'infection par un virus de la grippe ou un rhinovirus qui vous donne le rhume. Les symptômes que l'on a au début sont très, très fréquemment les mêmes. On a une toux, on a un peu de fièvre, parfois pas très élevée, on peut avoir une fatigue, on peut avoir mal à la tête, on a le nez qui coule, une sensation de congestion nasale. Et on voit que tout ceci est extrêmement banal pour n'importe quel virus respiratoire. Donc sur la clinique, on ne peut pas faire le tri. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans l'infection avec le coronavirus, on a souvent des signes très simples la première semaine et un certain nombre de patients développent une forme un tout petit peu plus grave au 5e, 6e, souvent jusqu'au 8e jour. Et il faut être vigilant parce qu'on peut avoir des manifestations respiratoires qui sont très transitoires, mais qui signent vraiment la maladie. Donc si vous avez un syndrome grippal de base, et qu'au 6e jour de votre maladie, vous avez l'impression que vous êtes un peu gêné au niveau respiratoire, ça, pour le coup, ça vous signe une infection avec le coronavirus. Ce n'est pas forcément un critère de gravité, mais en tout cas, on sait à ce moment-là que c'est vraiment ce virus qui vous a infecté si vous n'avez pas eu de prélèvement. Et vous savez aussi que 2-3 jours plus tard, vous allez être complètement guéri. Justement, beaucoup de gens, enfin des gens dans la population minimisent un peu cette épidémie, disent qu'on en fait trop. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui minimisent ce coronavirus? Non, on n'en fait pas trop. Je crois que c'est une affaire qui est sérieuse. Il y a, de nouveau, lorsqu'on regarde cette épidémie, il n'y a pas deux positions. C'est un virus bénin où finalement il faut s'en moquer, ou c'est un virus terrible, on va tous mourir. La réalité, finalement, elle est quelque part entre les deux. C'est une épidémie à laquelle il va falloir qu'on fasse face. Et c'est une épidémie qui va prendre du temps, qui va nous occuper probablement plusieurs semaines encore, et sur laquelle il va falloir qu'on fasse tous ensemble un effort de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact majeur pour la population française. L'épidémie, elle va avoir lieu. Les conséquences de l'épidémie ne sont pas une fatalité, ça dépendra de ce qu'on en fait. Mais c'est une affaire qui est quand même sérieuse. L'arrivée des beaux jours, c'est une bonne nouvelle pour combattre ce virus? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, mais ça ne va pas réduire la dynamique épidémique de façon très significative. On sait que dans les virus émergents, dans le genre de situation qu'on vit, le fait que ce soit l'été, l'hiver, l'automne ou le printemps, n'importe pas, l'épidémie aura lieu. Ce que l'on peut espérer en revanche, c'est que du fait qu'on va être dans une période où il va faire un peu plus chaud, l'impact de cette épidémie sera un peu moins important, mais on n'imagine pas que l'épidémie puisse s'arrêter simplement parce que subitement il va faire 20 degrés en France. Merci beaucoup Bruno Lina. Je rappelle que vous êtes virologue et membre du Centre international de recherche en infectiologie. Merci beaucoup.